Bonjour Thierry Auquel, merci de nous recevoir dans vos bureaux, là où vous enseignez, donc à l'Université de Nanterre. Vous êtes professeur de philosophie, spécialiste de l'histoire et de la philosophie de la biologie. Vous avez travaillé sur Buffon, mais aussi sur l'origine des espèces. Vous avez notamment publié un livre qui a fait date, Darwin contre Darwin au Seuil en 2009. Et vous avez beaucoup travaillé sur les questions de sexe et de genre, notamment dans le cadre d'un ouvrage collectif que vous avez dirigé, le sexe biologique, anthologie historique et critique. Mais le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Cyborg Philosophie, pensée contre les dualismes, qui est paru au Seuil en 2011. Alors, si on voulait vous rencontrer, c'était dans le cadre d'un séminaire qui est consacré, pour ce master d'éco-poétique, un séminaire qui est consacré au post-humanisme. Et c'est peut-être par là qu'on peut commencer, parce que avant d'en venir au cyborg, et peut-être justement pour démarquer la question du cyborg de celle du post-humanisme, moi j'avais une première question qui était post-humanisme, ça fait un peu peur a priori. Ça fait un peu peur parce qu'on est dans une tradition d'un Occident qui s'est constitué sur un humanisme. Parler de post-humanisme, on est un peu inquiété, et je voulais... voilà. D'accord, oui. Bah, effectivement, je crois qu'entre post-humanisme, transhumanisme, humanisme, mais aussi, en ce moment, j'essaye de développer le concept de presque-humanisme. Je peux en parler un petit peu, mais disons, on a un ensemble de figures qui montrent que l'humain, c'est une instance qui doit être en permanence renégociée. C'est-à-dire qu'en fait, disons, c'est connu depuis l'Antiquité en fait, mais qu'il n'y a pas de propre positif de l'humain qui serait identifiable dans une nature, dans un organe, dans une propriété concrète, désignable, simple à identifier. Cette absence-là, ça fait que l'humain, c'est quelque chose qui est sujet à des évaluations différentes au fil du temps. Donc, être humain, c'est à la fois quelque chose de très enviable, je dirais, c'est une valeur, mais c'est aussi quelque chose de très contesté en fait. Et on s'aperçoit que dans les communautés humaines, le sens du nous humain a été en permanence redéfini, redéployé, avec des effets d'inclusion, exclusion. Donc je dirais que l'humain c'est une instance qui est comme un peu... On frappe à la porte en permanence, et on ne sait pas qui est on ne sait pas si on doit laisser entrer ce on et ce qu'on doit faire. Et en fait ce qui est très intéressant dans ce processus-là, c'est que finalement, c'est pas seulement en décidant de laisser entrer ou de ne pas laisser entrer, c'est pas seulement de l'humanité de ces autres qui frappent dont on décide, c'est aussi de notre propre humanité à nous qui sommes à l'intérieur. Parce qu'en fait, l'humain, c'est pas simplement quelque chose où on en est ou on n'en est pas, c'est sujet à quantité de degrés et c'est surtout quelque chose d'extrêmement faillible en fait. C'est-à-dire aujourd'hui j'en suis, est-ce que j'y étais hier, est-ce que je le serai demain, voilà. Et donc ça peut être dans les âges de la vie que ça se décide, mais c'est aussi, je dirais, dans l'espace d'une journée en fait. Et ce qui montre parfaitement cette ambiguïté-là ou cette faillibilité-là, c'est le cas de l'enfant par exemple. On commence tous par être enfant, et un enfant n'a aucune des propriétés qu'on attribue généralement aux humains. Il ne se tient pas debout, il n'a pas le langage, et pourtant il est pleinement humain. Donc ici on voit bien voilà, que l'humain c'est vraiment quelque chose de faillible. Alors comment ça nous emmène au post-humain ou au transhumain? Ben, c'est-à-dire que ces négociations permanentes au sujet de l'humanité et de ce que c'est qu'être pleinement humain, eh bien elles nous interrogent sur, disons, cette fameuse image de Michel Foucault qui veut que le visage de l'humain soit comme un dessin sur la plage emporté par les vagues, enfin, et qui déjà s'efface. Ben, cette idée que humain, ça serait une sorte de constellation particulière, un découpage de certaines choses qui n'a pas toujours existé, qui n'aurait pas toujours existé et qui par ailleurs pourrait ne plus exister demain. Donc je dirais que ça peut se penser comment dire, dans un sens historique, mais ça se pense plus généralement, je dirais pour moi, dans le contexte du darwinisme, dans le contexte de l'évolution, c'est-à-dire que l'humain est d'abord défini par un processus d'humanisation. Donc il y a eu quelque chose d'avant l'humain, du pré-humain, on ne sait même pas ce que ça veut dire, et du post-humain du coup, est envisageable. Et ce qui est intéressant du coup par rapport à cette question des communautés, du nous, etc., c'est que l'humain se préfixe. Donc le pré-humain
en quoi est-ce que humain est modifié par pré, et du post-humain, qu'est-ce qui reste d'humain quand on est dans le post en fait. Donc c'est pour ça que moi au milieu je dis, il y a aussi du presque humain, et c'est ici que Cyborg intervient dans mon affaire. Ça veut dire des instances dont on ne sait pas si elles sont vraiment humaines, qui revendiquent leur humanité, je ne sais pas, pensons à Elephant Man, je ne suis pas un animal, je ne suis pas un animal, ça veut dire, on voit bien ici comment humain ça devient une valeur qui est désirable. Si on pense, pour revenir au cyborg, à une des fictions importantes, celle de Robocop par exemple, la lutte en fait qui se joue dans ce personnage pour se maintenir dans l'humanité ou se réhumaniser contre des puissances prédatrices, capitalistes, militaires, policières, etc. Donc en fait, presque humain, voilà, parce qu'on a déchu ou parce qu'on est en ascension vers l'humain, pensons aux ordinateurs, à tous ces androïdes, etc., qui se revendiquent comme nos frères, nos sœurs, etc. Donc, voilà, cette question des préfixes. Et le post-humain, c'est quoi? Alors, votre question, vous voulez la reformuler ou C'était juste, le post-humain ça fait peur, mais je pensais en fait tout simplement à, disons, on peut repartir de là. La définition que vous donnez ici de l'humanité, elle est entièrement du coup, enfin, et du post-humain et du pré-humain. Ça veut dire que ça envisage d'emblée l'humanité du côté du faillible. Or, ce qu'on entend beaucoup dans le post-humanisme tel qu'on le perçoit au quotidien quand on n'est pas philosophe, c'est-à-dire quand on en entend parler par le biais des expérimentations d'Elon Musk, donc de tous ces gens un peu, ces entrepreneurs un peu fous qui nous disent qu'ils vont déposer nos mémoires sur des disques durs, ou ce qu'on peut voir aussi dans ce mauvais livre de Don DeLillo, Zero K, qui raconte à peu près ça, comment les hommes vont se survivre dans des machines. Ça prend le post-humanisme, on a l'impression, c'est exactement, vous le prenez exactement à l'inverse, c'est-à-dire au contraire, dans quelque chose qui envisage la technologie comme une forme de surhumanité en fait, surhumanité ou déshumanité en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, c'est pour ça que je disais de quelle mesure le post affecte humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de humain dans le post-humain. Alors surhumain, c'est-à-dire on est au-delà, ou déshumain, c'est-à-dire on a perdu quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Là c'est très intéressant parce que en fait, du coup, il faut vraiment faire le clair en fait entre ces différentes figures, pas toutes les écraser sur la même logique. Je dirais, le post-humain, comme vous l'avez dit, c'est le fantasme d'une séparation de l'âme et du corps en fait. Et finalement, c'est la possibilité envisagée d'être des sujets flottants en fait, complètement indifférents au support matériel qui les soutiendrait. Voilà. Or, bon, d'abord, ça c'est quand même une vision de ce que c'est l'humain qui est très ancienne. Ça renvoie au mythe platonicien du corps-prison, on peut dire. Donc l'idée qu'il y aurait une indifférence complète entre deux principes, une âme et un corps, et qu'on pourrait absolument les séparer l'un de l'autre. Donc c'est une certaine anthropologie qui est très discutable, même si elle est ancienne. C'est pas la seule anthropologie possible. Et l'idée que nous, notre subjectivité pourrait ne pas être incorporée, c'est-à-dire que le corps que nous avons ne ferait rien à l'affaire de notre subjectivité ou de nos pensées, ça c'est quand même quelque chose de très discutable. Donc il y a une anthropologie qui est sous-jacente au post-humanisme, ou qui structure le post-humanisme, et en fait, qui n'est pas du tout incarnée par les fictions comme les fictions de Cyborg. Pour moi, ce qui incarnerait le mieux le post-humanisme, donc évidemment c'est des interprétations, mais je dirais, pour moi, le post-humanisme c'est l'exemple même du cerveau dans une cuve. Okay, donc on a, en anglais, this brain in a vat. Donc on a une sorte de cerveau tout puissant, mais on s'en fiche de ce qu'il y a autour. Il peut commander à tout un réseau d'artefacts, des opérations, des actions, mais lui il n'a besoin de rien faire à part commander. En fait, c'est une puissance. Donc ce brain in a vat, ce cerveau dans une cuve, c'est un peu ce qu'on voit, je dirais, dans des fictions qu'en japonais on appelle les fictions de mecha. Vous voyez, mecha c'est Goldorak par exemple. Vous voyez, vous avez une énorme machine. Et puis vous avez un tout petit pilote au milieu,
Et puis, comment est-ce que les commandes du pilote commandent vraiment les actions de cette énorme machinerie? On ne sait pas en fait, on s'en fiche. Mais c'est vraiment, je trouve, le méca Goldorak ou le cerveau dans une cuve, c'est vraiment ces fictions post-humaines où finalement, voilà, il n'y a plus de co-extensivité entre un corps sensible et une subjectivité, et ses puissances ne sont pas délimitées. Voilà. Donc c'est quelque chose de très particulier. Si vous prenez des cyborgs, les cyborgs, ça ne représente pas du tout ça. Au contraire, ça représente, vous disiez la faillibilité, ça représente la codépendance entre un sujet et la matérialité qui le constitue. Idem des fictions de mutants. Ces fictions-là, elles représentent voilà, une sorte de promesse d'un corps nouveau qui se développerait en produisant des nouvelles capacités. Donc ça, moi dans ma typologie, je l'appellerais plutôt, le mutant, je le mettrais plutôt du côté de ce qu'on dirait le transhumain. C'est-à-dire, c'est comment quelque chose émerge évolutivement à l'intérieur même de l'espèce humaine. Donc voilà, il y a plein de manières de comme ça caractériser, mais je crois qu'il faut vraiment, comment dire, éviter à tout prix une sorte d'amalgame entre, on va dire, tout l'univers de la science-fiction et puis l'idée d'une post-humanité en fait. Voilà. La post-humanité, je dirais, c'est une certaine version idéologiquement et philosophiquement très, très restreinte de ce que peuvent être à la fois l'humanité et ses avenirs possibles. Parce que du coup, votre cyborg, on peut en venir donc au livre, enfin, il y a la façon dont vous le présentez, c'est précisément une sorte de machine de guerre contre les dualismes, la séparation entre le corps et l'esprit d'une part, et contre les assignations identitaires, et du coup aussi contre la séparation nature-culture. Enfin, donc c'est tout ça en fait que vient faire dysfonctionner le cyborg. Alors c'est pour ça, peut-être qu'on peut en parler maintenant, mais que j'avais proposé dans Cyborg Philosophie, c'est pas un néologisme, mais disons l'utilisation d'un terme anglais. Je parlais de stuff, pour dire cyborg est fait de stuff. C'était pourquoi j'ai utilisé ça? C'était pour, en fait, justement, pour essayer d'éviter la question âme et corps. Là, dans l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai dit une âme qui commande un corps, etc. Mais en fait, tout ça, c'est une certaine lecture de ce qui nous constitue. La vérité, c'est que la seule chose que je sais, c'est que quand je suis fatigué ou malade, j'ai du mal à penser. Et que toute cette belle pétillance qui m'animait peut être dérangée par l'irruption d'un microbe. Ou qu'à l'inverse, si j'ai un énorme choc émotionnel et que j'apprends une terrible nouvelle, tout mon bien-être physique et ma santé triomphante, voilà, s'effondrent parce que tout à coup je suis ravagé par la peur, l'angoisse. Voilà. Donc, ce que nous vivons, c'est quelque chose d'indissociable ou d'indiscernable entre des émotions et des états du corps. Et donc c'est pour ça que je disais, en fait, c'est quoi? C'est l'âme qui commande le corps, c'est le corps qui commande l'âme, c'est un mélange âme-corps. Donc voilà, comme je ne savais pas comment le dire, j'ai dit ce stuff dont nous sommes faits, c'est-à-dire, parce que je ne voulais pas dire cette matière dont nous sommes faits, ou ce corps dont nous sommes faits, parce que c'était déjà, comment dire, se situer d'un côté de la partition, voilà. Donc j'ai dit ce stuff, c'est-à-dire ce truc indiscernable, ouais, c'est un truc en fait, ce truc indiscernable qui nous fait nous, et qui nous constitue comme, comme sujet corps. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple pour que ce soit juste plus concret? Est-ce que la question ça pourrait être, ce serait qui votre héros cyborg? Si on le distingue par exemple de Terminator, donc qui serait la machine contre l'humanité, ou si on le distingue aussi de formes plus anciennes comme celle du golem empruntée à la mythologie juive, on vous dit mais c'est pas ça, parce que le golem c'est juste une statue animée. Alors ce serait quoi un modèle cyborg? En fait, donc pour moi dans le bouquin, l'exemple que je prends en premier, que je développe le plus, c'est celui de Robocop. Donc c'est un film de Verhoeven qui date de 87 je crois. Pourquoi en fait? Quelle est la spécificité des fictions de cyborg? Déjà, en fait, il faut se rappeler que cyborg, le terme est comment dire, une sorte de mot valise, on peut dire ça? Cybernétique, organisme, mis ensemble, cyborg, voilà. Donc, déjà, être cyborg, c'est une certaine manière de traiter les dualismes. C'est-à-dire, c'est une certaine manière de faire coexister, tant bien que mal, des choses qui
apparemment, tiennent pas nécessairement ensemble. Donc, la cybernétique et l'organisme, ce serait comme, je sais pas, le silicium et le carbone, l'acier et la chair, voilà. Comment est-ce qu'on fait fonctionner ça ensemble, sachant qu'il n'y a pas de greffe possible entre ces deux supports, ces deux stuff ou ces deux matériaux, voilà. Donc, être cyborg, c'est déjà être fait d'un ajointement entre des choses qui ne sont pas compatibles entre elles, et donc c'est une condition forcément bancale, au sens où ça grince, ça tient mal, voilà. Donc c'est ça cyborg, d'abord, c'est ça le truc. Pourquoi est-ce que Terminator du coup est pas un cyborg? Parce qu'en fait, chez Terminator, la dimension organique, au départ, le visage de Schwarzenegger, c'est juste un revêtement sur une structure mécanique qui traîne très bien toute seule. De la même manière, dans le golem, c'est synthétisé comme vous voulez, mais c'est pas fait à partir d'un matériau vivant. Peut-être Frankenstein pourrait plus, la créature de Frankenstein, pas le docteur, mais la créature de Frankenstein pourrait se rattacher plus à ça, au sens où c'est du matériau organique mis ensemble et qui tient pas trop ensemble. Je dirais, mais malgré tout, la problématique dans Frankenstein, elle est un peu décalée, un peu différente. C'est une figure un peu hybride justement entre... Mais bon, pour revenir au cyborg, donc premier point, le caractère composite, le caractère hybride, le caractère bancal. Deuxième point, le fait de s'en trouver affecté dans sa propre humanité, j'allais dire dans sa propre liberté, dans sa propre capacité d'action. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une interrogation chez le cyborg pour savoir dans quelle mesure il est un sujet autonome en fait. Donc après, on pourrait dire, peu importe finalement la manière dont il est né, la manière dont cette créature a été forgée, a été faite, voilà, ce qui est important, c'est le type de questions qui se posent à travers cette figure. Alors en général, le fait... Enfin, ce sur quoi attire l'attention, le cyborg attire notre attention, c'est le fait que avoir un rapport à la technique, c'est pas uniquement avoir rapport à des instruments qu'on peut utiliser à sa guise et déposer à sa guise, c'est le fait d'être pris dans des systèmes, des réseaux techniques, des systèmes de détermination technique. C'est-à-dire en fait que l'instrument n'est pas entièrement extérieur à notre être. On a l'impression, voilà, ça, je suis instrumenté, je peux poser mon crayon, je peux enlever ma montre, je peux me déshabiller, mais on n'est pas dans le cyborg là, on est dans un individu équipé, outillé. Pour qu'il y ait vraiment une fiction de cyborg, il faut qu'on ait cette idée d'une greffe ou d'une codépendance entre, disons, un organisme et des systèmes techniques. Et du coup, la survie même de l'organisme dépend de, voilà, sa relation à des systèmes techniques. Or, cette relation-là, elle n'est pas du tout bien illustrée par un crayon ou un outil quelconque ou une paire de lunettes, etc. Elle est plutôt à penser sur le modèle alors l'exemple qu'on prend en général, celui du pacemaker, parce que là, des trucs pour réguler le diabète, voilà, parce que là, on voit bien que la survie d'un individu est conditionnée par des équipements. Voilà. Dans ce cas-là, on peut dire, voilà, c'est des exemples médicaux, c'est toujours fait pour sauver les personnes, faciliter la vie des personnes, et c'est pris en charge par un système étatique et un système de service public. Donc, ce sont pour nous des fictions des réalités assez rassurantes. Dans le monde cyborg, ça prend une autre dimension, ce sont des individus qui sont soumis à des opérations de maintenance régulière. Quand on est équipé à un système technique, on doit être contrôlé, à des questions d'obsolescence. Il y a des dispositifs de génération successives qui doivent être mis à jour, etc. Puis on peut être très vite dépassé, on peut avoir des équipements qui sont plus à la page, etc. Donc maintenance, obsolescence, et puis enfin, bon, plus peut-être que tout, c'est la dépendance en fait, hein, c'est-à-dire la dépendance qui veut dire aussi la possibilité de contrôle. Donc ça, c'était très clair dans comment dire, les concepteurs même du terme de cyborg en 1960, c'est qu'il y avait à la fois, je dirais, quelqu'un qui s'occupait de l'aspect technique, la manière dont on confie à la machine
des systèmes de régulation qui sont normalement ceux de l'organisme, mais il y avait aussi quelqu'un qui s'occupe de contrôle mental. Peut-être on peut revenir précisément sur cette première expérience. Cette première expérience, d'accord. C'est plus... Voilà, en fait, le terme de cyborg, il est forgé en 1960, on va dire, dans le cadre du voyage dans l'espace. Donc, c'est à la fois ce qu'on appelle la guerre des étoiles, on pourrait dire un peu avant l'heure, mais disons la rivalité des grandes puissances relative à la maîtrise de l'espace, de la vie dans l'espace. Et puis, donc, comment est-ce qu'on va produire les soldats de l'avenir? Donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs manières. La manière la plus simple, celle qu'on voit dans les films en général, c'est la navette spatiale. Okay? La navette spatiale, c'est le plus simple, parce que c'est quoi? C'est comme transporter les individus en les entourant d'une petite bulle de leur environnement natif, on va dire plus ou moins, c'est-à-dire on leur met de l'oxygène, de la nourriture et tout, et du coup l'individu n'a pas besoin de s'adapter à l'univers hostile dans lequel, qu'est l'espace, puisqu'il n'y a ni air, ni tout ce dont on a besoin pour vivre. Nous sommes des créatures adaptées à un environnement terrestre, mais on les entoure d'une petite bulle terrestre qui est la navette spatiale. Et donc l'organisme humain n'a pas à être touché, transformé, etc. Ça, c'est la version la plus simple. La version cyborg, c'est une vision assez cauchemardesque, en fait. Donc ça, il y a des... Comment dire, il y a des articles techniques qui en parlent à l'époque, mais il y a aussi des fictions qui en parlent beaucoup. Je crois que une, ça s'appelle Homme Plus, hein, Man Plus. Voilà, c'est un roman qui met en scène justement des astronautes américains qui sont engagés dans ce programme de colonisation de Mars. C'est quoi l'idée? C'est simplement de dire, on va coupler les organismes à des systèmes techniques qui vont leur permettre de s'adapter automatiquement à toutes les variations de l'environnement sans avoir à rien faire. Et sans qu'il y ait cette petite bulle trop fragile qu'est la navette, dont on est dépendant et qui peut toujours éclater. Donc, comment ça se passe concrètement? Par exemple, vous avez des systèmes de filtres qui vont remplacer les poumons et qui vont vous permettre d'avoir ce qu'il faut pour fonctionner sans que nécessairement l'atmosphère autour de vous soit toujours la même. Idem pour l'alimentation, au lieu de s'alimenter normalement, on va assurer à l'organisme d'être pourvu des nutriments nécessaires sans passer par tout le truc du tube digestif, de l'estomac, etc. Donc voilà, c'est la substitution de systèmes techniques à des organes afin de réaliser l'ensemble des fonctions vitales. Donc, on voit bien que par là, la machine est en quelque sorte concurrente de l'organisme. Elle se greffe à lui, non pas seulement pour le compléter ou le réparer parce qu'il est malade, mais elle prétend être plus efficace que lui. Et donc, ce qui est envisagé d'abord sur un temps limité, c'est-à-dire on va faire ça juste le temps de la mission dans l'espace, etc. En fait, l'idée, c'est que si ça marche bien, on ne voit pas pourquoi on reviendrait à un fonctionnement organique qui est toujours sujet à être déréglé, déglingué. Et donc, du coup, on s'en remet entièrement à la technique. Mais du coup, on voit bien qu'il y a quelque chose de cauchemardesque au sens où, voilà, ça veut dire l'amputation complète de notre corps natif, en fait, de ce qui fait notre stuff, justement. Donc, il y a cette rivalité-là qui fait que la fiction de cyborg a quelque chose d'inquiétant, pour le moins. Mais pour autant, vous la reprenez, retravaillez après Donna Haraway pour en faire une arme de guerre. Donna Haraway dit que le cyborg, c'est bien le rejeton illégitime du militarisme et du capitalisme patriarcal, mais pour en faire un objet qui va être justement servir un plaidoyer pour l'hybride, contre les assignations identitaires, contre les pensées duales. Alors l'intervention de Donna Haraway qui date de 84, 85, enfin les premières versions par 84 je pense, et puis le manifeste cyborg en 85, ça s'inscrit dans un certain nombre de débats du féminisme à l'époque concernant la relation des femmes à la technique. Donc en particulier, voilà, disons, il y a un féminisme un peu, je dirais, sorcière, quoi, qui est incarné aux États-Unis par la personne Mary Daly, qui rejette
fondamentalement toute la technique comme étant quelque chose, une sorte d'emprise mâle sur le monde, qui en quelque sorte est un faute de mieux pour venger les hommes de ne pas avoir le pouvoir de produire les enfants, quoi, en gros. Et donc Haraway, elle intervient là-dedans en disant cette vision de la technique, elle est comment dire, non seulement fausse, mais aussi elle a pour objet de faire comme si en fait les femmes incarnaient toujours quelque chose de naturel qui serait par définition à l'écart de la chose technique, qui serait réservée aux hommes. Et en fait, à l'époque, il y a aussi les mêmes choses concernant la science, par exemple, parce que la science c'est un truc masculin, ou est-ce que les femmes doivent... Voilà. Alors Haraway, elle invite à s'investir dans ces questions-là, et elle invite notamment en disant, en fait, on n'a pas la bonne ontologie. Et l'ontologie, c'est pas de dire d'un côté il y a la culture, la technique, c'est les hommes, la raison, c'est les hommes, et puis de l'autre côté les sentiments, la nature, l'empathie, c'est les femmes. C'est pas la bonne ontologie au sens où les femmes sont, au même titre que les hommes, pris dans des systèmes de domination technique. L'exemple qu'elle donne, je crois, c'est disons voilà, l'ouvrière indonésienne qui travaille dans une usine où on fabrique des téléphones portables. Voilà, elle est prise dans des systèmes de domination technique, elle est pas étrangère à la chose technique, et donc finalement, c'est pas juste des questions qui sont à gérer dans la guerre des étoiles, c'est une certaine description de notre maintenant aussi. C'est-à-dire, ce que je décrivais de manière cauchemardesque sur une technique dont on ne peut plus se séparer, finalement, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à notre propre mode d'existence. C'est-à-dire, est-ce qu'on est libre de couper l'électricité? Est-ce qu'on est libre de ne pas avoir de voiture? Est-ce qu'on est libre de ne pas avoir de téléphone portable? Voilà. Je ne sais pas, dans les villes où il y a des systèmes de transport en commun, est-ce qu'on est libre de ne pas avoir l'abonnement? Est-ce qu'on est libre de ne pas avoir Internet? Voilà. A priori, on pourrait dire oui comme ça brutalement, mais en fait, très concrètement, si on se rend compte de ce que ça implique, en fait, la vérité c'est non. On ne peut pas, en fait. On ne peut pas couper l'électricité, on peut plus couper Internet, on ne peut plus couper le téléphone. Et donc, eh ben, on est déjà cyborg, entre guillemets, c'est-à-dire on est déjà couplé à des réseaux techniques qui sont inséparables de nous. Ça, c'est sur des questions, là encore, je donne mes exemples, qui sont instrumentales, même si on voit qu'instrument, ça peut couvrir très large, entre un réseau d'électricité qui implique des centrales nucléaires ou d'autres manières de faire, enfin. Et nous, mais c'est aussi, plus concrètement, la question de ce qu'on appelle la reproductique, c'est-à-dire la manière dont on produit des êtres humains, dont on produit des enfants. Disons la vision naturiste qui consiste à dire on s'aime, on se rencontre, on couche ensemble et un enfant naît, qui a été celle dans laquelle l'humanité, on pourrait dire, a vécu massivement jusque, disons, peut-être jusqu'au dernier siècle, en gros, quoi. C'est-à-dire, en fait, les enfants étaient une fatalité, on faisait 10 enfants, mais ils ne survivaient pas, enfin, voilà. Aujourd'hui, on est dans un truc complètement différent, au sens où de plus en plus de composantes de notre reproduction sont affixées à des systèmes techniques. Les problèmes de fécondité font qu'il y a un recours de plus en plus fréquent, y compris dans les couples hétérosexuels en âge de procréer, etc., à la fécondation in vitro, à des procédures de stimulation, etc. En amont, il y a toutes ces questions de gamètes, de fécondité, de fécondation, et puis voilà, jusqu'à l'échographie qui permet de rendre visible, les tests qui permettent, comment dire, une sorte d'eugénisme libéral, de contrôle des enfants, de leur santé, voilà, jusqu'à donc, la délivrance, la péridurale, et puis les soins, les vaccins, tout ce qui fait que les enfants ne sont plus seulement conçus, mais survivent. Enfin, voilà, donc notre reproduction même en tant qu'espèce, elle fonctionne dans une dépendance toujours plus grande à des systèmes techniques, ce qu'on peut accueillir comme tel, en disant ben, c'est comme ça, mais ce qui n'est pas sans susciter malgré tout dans la société certaines tensions, certaines inquiétudes. Qui a le droit à accéder à ces techniques, sous quelles conditions, pour en faire quoi? Et puis, est-ce que du coup, cette dépendance ne devient pas trop extrême? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers l'utérus artificiel, avec tous les cauchemars qui peuvent y être associés? Donc, il y a une vraie réflexion là-dessus, qui montre que voilà, la question technique,
elle est plus séparable de notre existence organique. Alors, bon, dans la vision de Haraway, c'est très concret, en gros. Cyborg, c'est pas seulement quelque chose qui est mis en scène par Terminator ou voilà, les fictions masculinistes guerrières, l'orgie technique de la guerre des étoiles, mais c'est aussi très concrètement la condition d'existence des humains, y compris les plus démunis, les plus fragiles, où, par exemple, l'opposition publique-privée ne fait pas sens. Donc ça, c'est avant les téléphones portables, il faut bien le rappeler pour les personnes, disons, qui ont toujours connu Internet. Il y a eu une époque avant Internet, mais où déjà ces questions faisaient sens, c'est-à-dire où on se demandait, ben voilà, si vous avez par exemple un travail à domicile, c'est-à-dire vous travaillez chez vous pour, je sais pas, par exemple prospecter au téléphone, ou voilà, j'essaie d'imaginer un truc qu'on pouvait faire dans les années 80, ben voilà, à ce moment-là, où est votre espace public, votre espace privé, c'est plus clair. Donc voilà, maintenant je trouve que voilà, les réseaux sociaux, la prégnance d'Internet sur nos modes de vie rend ça encore plus aigu. Le téléphone portable, c'est vraiment la chose la plus invasive, mais on pourrait dire le téléphone en lui-même a fait entrer des fantômes dans nos maisons et des puissances d'interruption de notre... la télévision, par exemple, aussi, c'est un truc énorme d'intrusion de quelque chose d'extérieur dans l'espace privé qui cannibalise en quelque sorte toute la vie familiale et domestique, qui la transforme en public, enfin voilà. Donc ce qui était dans les années 80 les problématiques de la télé, du public privé, aujourd'hui je pense qu'elles ont changé de forme, mais l'interrogation reste entière. Est-ce qu'on peut dire du coup que le cyborg c'est un peu comme la rétorsion rhétorique, c'est-à-dire que face à l'intrication entre technologie et organique ou à la prise de pouvoir que ça peut constituer et qu'on peut percevoir comme une menace, au lieu de dire on va se débarrasser du coup de cette technique qui nous inquiète, le cyborg ça va être faire avec cette technologie se la réapproprier pour en faire des moyens de revendication, des moyens d'émancipation. Ça, il faudra en reparler. Ouais, alors, effectivement, la première question, c'est il n'y a pas de bouton interrupteur. Donc, on est pris. Donc, c'est ça que vous disiez, il faut faire avec, en fait. Il n'y a pas de naturisme possible. On ne peut pas dire adieu aux machines. Ça, moi, je l'ai fait dans mon travail en traduisant notamment un texte, pareil, très ancien, mais très pertinent. C'est tous les textes de Samuel Butler, qui date des années 1860, concernant l'interprétation du darwinisme, mais appliquée aux machines et à notre dépendance aux machines. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée dans les textes que j'ai traduits, ça s'appelle Darwin parmi les machines. Il y a cette idée de qu'est-ce que ça voudrait dire de quitter le monde technique en fait. Qu'est-ce que ça voudrait dire de tout à coup revenir à une vie où on serait débarrassé. Alors est-ce qu'on a le droit encore d'utiliser, je sais pas, un cure-dent, un petit bout de bois pour se curer les dents par exemple. Est-ce que c'est pas un... Donc jusqu'où peut-on... Bon, voilà. Concrètement, on peut plus se débarrasser de la technique. Donc comment on s'inscrit dans les systèmes techniques, c'est la seule question possible. C'est-à-dire en gros, vu qu'il n'y a pas de sortie hors de la technique, c'est comment est-ce qu'on agence notre relation aux instruments, comment on se co-constitue avec les instruments, et comment on essaye justement de faire de la technique non pas simplement quelque chose d'oppressif, mais on en fait une ressource pour l'émancipation. C'est-à-dire en fait, je crois qu'il y a quand même une dimension optimiste dans cette fiction de cyborg, c'est pas tout noir et c'est ça qui fait que c'est intéressant, c'est quand même que malgré tout, la technique c'est une promesse, c'est une richesse, c'est des nouvelles possibilités, il y a quelque chose de scintillant dans la vie couplée aux artifices techniques qui doit être entendu aussi, c'est-à-dire c'est pas juste, sinon on comprendrait pas voilà, pourquoi effectivement on claque pas juste la porte en fait. Tout ça, je sais pas, ça nous permet de vivre plus longtemps, ça nous permet de vivre mieux. Donc il y a quand même un caractère désirable, mais qui implique malgré tout, je dirais, peut-être une part d'aliénation. Donc
cette aliénation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le renoncement à l'idée que nous sommes des individus parfaitement autonomes, indépendants, comment dire, isolés, quoi, insulaires, voilà. Mais que nous sommes toujours dans des relations de dépendance. Dépendance à d'autres, dépendance à d'autres qui ne sont pas nécessairement des humains. Donc on vit dans de la symbiose, Arao utilise le mot symbiogénèse aussi pour dire en fait c'est pas juste qu'on vit avec d'autres, mais que ce qui nous constitue et nous engendre est déjà cette coexistence. Donc c'est très intéressant juste pour Haraway de voir qu'elle a, après ses réflexions sur les cyborgs, travaillé sur les relations qu'on a avec les chiens. C'est ce qu'elle appelle le manifeste alors, des espèces compagnes, companion species, où en fait, voilà, c'est pas juste d'émettre avec leurs espèces domestiques, mais c'est une histoire de coévolution entre nous en fait. Mais du coup, oui, vous faites bien du cyborg l'outil d'une apologie du composite, de l'hybride, mais une chose qui est très forte aussi, c'est vous soulignez à quel point c'est pas pour en faveur d'une utopie, d'une hybridité heureuse. C'est toujours, vous soulignez le fait que s'il y a un mouvement dialectique, il n'y aura jamais de résolution. C'est toujours un peu de guingois, c'est toujours la greffe se fait toujours sentir. Enfin, c'est cette dynamique-là qui est en jeu aussi. Ouais, c'est pas utopique en effet, c'est pas la technique et la solution, la preuve. Et là, c'est encore un écart avec le post-humanisme, je pense. Voilà. Ce sont des possibilités qui sont offertes, qui sont ouvertes, qui sont enrichissantes, mais en même temps, il y a un coût à payer, à consentir en fait. Et ce coût, il n'est pas nul, il n'est pas neutre, il n'est pas insensible. Il se fait sentir, voilà. Mais donc c'est très compliqué parce que c'est pas, comment dire. Fondamentalement, je pense que si les humains ne mourraient pas, on n'aurait pas à se poser toutes ces questions en fait. Si on était parfaitement, justement, je sais pas, parfaitement satisfait, parfaitement plein, ouais, on s'engagerait pas dans tous ces... On s'engagerait même pas dans l'affaire amoureuse en fait, on s'engagerait dans rien. Donc voilà, c'est par rapport à cette instabilité même qui nous constitue que voilà, cyborg devient, c'est-à-dire que la question de la technique s'est imposée comme un horizon possible pour chercher une voie en fait. Et encore une fois, je dis la technique, mais aussi voilà, la vie avec d'autres espèces vivantes avec lesquelles nous vivons en codépendance. Hein. Donc, ce qui est touchant dans la vision cyborg et ce qui pour moi définit en quelque sorte l'humanité, pas dans l'évolution technique des 50 dernières années, mais vraiment dans son histoire longue, c'est cette impureté qui nous constitue et qui voilà, est quelque chose, je pense, comment dire, l'impureté comme valeur, c'est-à-dire l'impureté comme quelque chose que non seulement on ne peut pas éviter, mais que nous devons chérir en fait. C'est un peu une manière de faire de nécessité vertu, mais voilà, il y a, je trouve ça très très beau par rapport à tous les idéaux de pureté, cette idée qu'en fait cette réalisation qui est à la fois humble et terriblement extraordinaire, quoi, qui est que nous dépendons des autres dans un sens très large, que notre existence même, nos pouvoirs, notre capacité, elle n'est possible que parce qu'un certain nombre de conditions sont remplies, implicites, le plus souvent silencieuses. Hein. Il y a une formule en philo de la médecine qui dit la santé c'est le silence des organes. Hein, voilà. Ce silence des organes, c'est voilà, c'est un certain mode de rapport à la technique qui fait que voilà, tant que ça marche, c'est insensible, mais quand ça commence à dérailler, là on s'aperçoit en fait de tout ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne. Hein. Donc ça va très loin au sens où, voilà, évidemment on peut penser, je sais pas, au train ou à la voiture qui tombe en panne, mais c'est aussi
ben, le fait de trouver des rues propres devant chez nous, le fait de trouver des produits dans les magasins pour manger, enfin voilà, tant que ça marche, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Et donc à partir du moment où on réalise ça, ben, on a une vision aussi très, comment dire, on peut faire plusieurs lectures, mais on peut avoir une vision très morale de la chose, comment dire, un sens de la gratitude qu'on a pour tous ceux, voilà, CE on va le dire au neutre, pour tous ceux qui fait que ça fonctionne. Et on peut avoir une vision aussi très politique pour dire, ben voilà, mais en fait, ok, alors là c'est des expériences que je raconte dans le livre à partir de Rousseau ou Voltaire, c'est-à-dire, là les deux exemples, c'est, alors, si je me souviens bien, c'est dans Candide, l'exemple du nègre de Suriname, où vous avez l'idée, on voit Candide rencontre un esclave complètement amputé, mutilé, etc. Et c'est, voilà ce qui est nécessaire pour que vous mangiez du sucre en Europe. Donc l'arrière du sucre en fait. Et dans Rousseau, c'est, si je me souviens bien, le banquet dans l'Émile, où en fait le précepteur met Émile devant un vaste banquet, et puis on explique, mais voilà, tu vois, pour avoir du pain, il faut du blé, donc il faut des agriculteurs, voilà. Et tout à coup, voilà, on a les yeux qui s'ouvrent sur des choses très concrètes, mais les systèmes de production dont nous dépendons. Je veux dire, or dans notre vie quotidienne, il y a plein de choses qui invisibilisent ces réseaux. Le fait d'avoir juste à appuyer sur un bouton pour avoir de la lumière, d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, de mettre une chose dans un sac et de la jeter dans une benne pour que ça disparaisse de notre vue. Tout ça, c'est quelque chose d'hallucinant au sens strict, quoi. C'est-à-dire, ce sont des illusions mais ordinaires. Hein. Donc du coup, le cyborg, la cyborg philosophie, c'est une façon de formuler une ontologie très accueillante, mais ce que vous montrez là aussi, c'est que c'est aussi le moyen de formuler des revendications politiques. C'est pas seulement la description d'un état corporel complexe. C'est pas juste avoir des piercings ou des tatouages ou un téléphone ou une puce greffée quelque part. Non, mais on peut même... du coup, ce que vous esquissez là, c'est aussi que le cyborg reste une figure d'actualité, parce que votre livre date de 2011, et on peut se demander, est-ce que c'est encore cette figure-là qu'il faut mobiliser face aux enjeux environnementaux auxquels on est confronté aujourd'hui? Cyborg n'a jamais eu vocation à être, la figure exclusive qui épuisait tout. C'est pour ça qu'au début de notre entretien, j'évoquais aussi les mutants, différentes formes en fait. C'est important de se dire, voilà, il y a différents outils. C'est pour ça que je disais aussi que Haraway, elle est passée au chien à un moment, voilà. Il y a un moment où, je sais pas, je dirais le début des années 90, où la figure du cyborg est devenue complètement un peu pop, tout était cyborg, voilà. Ça doit être un outil. Et c'est dans cette dimension justement philosophique, là, je dirais, c'est un outil pour penser aussi par-delà ou avec les dualismes, c'est-à-dire les notions avec lesquelles on est accoutumé à penser, et qui nous enferment parfois dans des faux problèmes. Donc voilà, c'est ça la question de notre équipement conceptuel en fait. C'est aussi une manière de penser le rapport qu'on a à notre environnement de manière plus large, parce que ce que vous disiez sur le rapport d'un équilibre aussi, donc il y a du négatif, il y a du positif, etc. C'est aussi tout le rapport qu'on a à ce qu'on appelle la nature. Est-ce qu'on l'instrumentalise ou pas? Quelle est notre place? Enfin, moi, il me paraît sensible dans tout ce que vous dites qu'il y a une ontologie à entendre. Enfin, et c'est pas si étonnant que ça que Haraway soit passé au chien d'une certaine manière. Enfin, c'est aussi le rapport à une altérité, et une altérité qui est nous. Enfin, il y a ce... là, je veux dire, le fait par exemple qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'anthropocène, même si le terme est discuté, que Haraway elle-même a fait des critiques de ce terme, etc. Mais je pense que c'est important, voilà, de se dire, effectivement, il n'y a pas une nature qui est une extériorité. On voit bien, je dirais, qu'aujourd'hui les problèmes environnementaux, si on réfléchit à ce que c'était quand moi j'étais enfant ou adolescent, c'était faut pas tuer les bébés phoques ou les éléphants, voilà, et c'était faut arrêter de chasser les baleines, voilà, c'était ça nos problématiques environnementales. Aujourd'hui, on se dit mais en fait
pour que les baleines survivent, il va pas seulement falloir qu'on arrête de les tuer, il va falloir aussi que, je sais pas, elles trouvent toujours les crevettes qu'elles mangent à tel endroit. Et ce qui n'est pas du tout sûr parce que voilà, les courants froids qui font, etc. Donc on est dans une vision beaucoup plus globale dans laquelle effectivement nos modes de vie, voilà, notre existence même produit des effets globaux. Donc effectivement, on voit bien ici que la nature, c'est pas une extériorité sur laquelle on pourrait s'abstenir d'intervenir, en fait. On interagit nécessairement, c'est-à-dire on la transforme, elle nous transforme, enfin voilà. Mais ça, Haraway le souligne très bien, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'émergence même de la vie, c'est-à-dire en fait, c'est parce qu'à un moment, il y a eu des bactéries qui ont utilisé des gaz pour produire l'atmosphère telle qu'elle est aujourd'hui, que d'autres espèces comme la nôtre ont pu prospérer. Donc en fait, on est dans cette dimension symbiogénétique, qui est déjà une pensée écologique, en fait. C'est-à-dire l'idée que être vivant, c'est pas simplement occuper un milieu, ou être adapté à un milieu, c'est aussi le transformer, c'est-à-dire c'est vraiment une relation co-dynamique en fait. Je voudrais quand même en venir à quelques questions formelles, questions qui sont pas du tout accessoires, qui sont même centrales. On peut peut-être commencer parce que il faut décrire un peu la façon dont se présente le livre, c'est-à-dire après plusieurs chapitres qui sont autant de courts essais qui pointent des objets précis, vous en venez à une dernière partie qui va procéder par succession de paragraphes numérotés et dont vous dites à plusieurs endroits, vous indiquez au lecteur qu'on peut les prendre dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs, écrivez-vous, Cyborg se prend par où l'on veut, ce qui est à la fois une érotique du cyborg, mais aussi un art poétique du texte. C'est-à-dire que écrire en cyborg, c'est aussi modifier la façon de raconter les histoires. C'est-à-dire, c'est aller contre une construction, je dirais, classique du récit, d'un arc narratif, disons, avec un climax et ensuite une résolution. Vous dites cyborg est anticlimatique, ou à peu près, et vous dites aussi que le cyborg, c'est pas la résolution, c'est le lieu pour poser des questions. Donc je voulais juste vous demander, parce qu'il y a autre chose encore, il faudrait aussi parler des questions de lexique, peut-être on va en parler aussi, mais je voulais commencer par cette question d'écriture, c'est-à-dire comment, pour le coup, faire de la philosophie cyborg, c'est aussi éclater un certain ordre du récit. Ça c'est important, je pense. Effectivement, j'ai voulu faire un livre dont vous êtes le héros un petit peu, c'est-à-dire un livre qui est aussi un jeu, qui est un jeu très sérieux, mais qui se prêtait à différentes lectures, à différentes portes d'entrée. La question du cyborg, elle naît à un moment où on met en question ce qu'on appelle les méta-récits, les récits avec une origine, voilà, je sais pas, la chute, oui, la faute primitive, et puis la suite. Jusqu'à l'Apocalypse, ça c'est le récit, on va dire, théologique, mais en fait des méta-récits, il y en a plein en fait. Je dirais même, très simplement, le récit qui consiste à dire tous les problèmes que nous avons, c'est la naissance du capitalisme, qui sont des choses très opératoires dans le monde tel qu'il est, qui sont très mobilisatrices pour des personnes, mais en fait, si on prend vraiment au sérieux l'idée qu'on ne peut pas sortir d'un certain nombre de choses, à commencer par notre dépendance au réseau technique, et qui ne sont pas juste des crayons, mais des choses beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes, ben voilà, en fait, moi il me semble que la philosophie cyborg, ou la figure du cyborg, elle nous oblige à penser des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Voilà. On ne peut pas revenir sur, je ne sais pas... Quand je dis on ne peut pas revenir, ça veut dire on ne peut pas effacer. On peut pas effacer. On peut transformer, mais on ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer, je ne sais pas, le patriarcat, on peut le transformer, on peut lutter contre, mais l'idée que, comment dire, l'idée qu'on peut pointer du doigt une cause originelle, vous voyez, comme par exemple vous posiez la question environnementale, mais comment on va sauver la nature en fait? C'est une question qu'on se pose en permanence.
mais en fait, plus concrètement, ça va être à quoi est-ce que je suis prêt à renoncer, à quoi est-ce que je vais, enfin, où je vais placer ma jouissance, comment est-ce que je vais me transformer moi-même, enfin voilà. Mais sortir du monde, enfin, vous voyez, certains peuvent le proposer, mais comment dire, c'est ça quand je dis concrètement l'existence cyborg, c'est une existence bancale. Il y a une part de culpabilité, il y a une part aussi de liberté et de jouissance qui fait qu'on peut pas renoncer, enfin, qui fait qu'il y a un problème moral qui se pose, mais il n'y a pas, qui a aussi un problème politique, mais il n'y a pas, comment dire, une solution simple qui apparaîtrait et à laquelle on pourrait souscrire, voilà, sans sourciller en fait. Donc, critique des méta-récits, oui. Scepticisme en fait, et aussi ironie en fait par rapport à tout ça. Donc une certaine, comment dire, l'ironie au sens où c'est aussi une stratégie de protection, de défense en fait, par rapport à des choses qui s'imposent, de mise à distance d'un certain nombre de choses dans lesquelles de tensions dans lesquelles on semble pris. Donc c'est ça qui justifie un peu le côté, on va dire, par saut de puce en fait. Oui, mais c'est aussi une façon de formuler un composite, parce que du coup, ça s'articule pas forcément, de Guingois, et puis l'écriture, elle relève aussi du composite entre des moments qui sont, voilà, vraiment de la réflexion théorique, mais il y a aussi des inscriptions d'un ordre explicitement autobiographique. Bah ça, c'est-à-dire, voilà, c'est aussi, qu'est-ce que c'est qu'être auteur d'un texte? C'est autobiographique, mais je raconte pas ma vie non plus. Donc c'est pas le récit d'une expérience, c'est pas du Florence Aubenas, quoi, voilà. C'est magnifique ce que fait Florence Aubenas, mais justement moi je peux pas, enfin j'écris pas comme ça. J'ai pas vécu une expérience qui me singularise en tant que telle. Donc c'est autobiographique au sens où il y a beaucoup de moi. Et effectivement, je joue là-dessus, c'est-à-dire parfois cyborg, c'est une entité abstraite, parfois c'est tel personnage, parfois c'est une figure philosophique, et puis parfois c'est juste un prête-nom peut-être pour manifestement quelque chose qui est comme l'auteur, un petit peu, ou assez proche. Mais voilà, mais c'est important de dire que c'est un concept qui fonctionne à plusieurs niveaux. Des niveaux qui sont à la fois ontologique, fictionnel, mais aussi subjectif. Enfin, c'est pas quelque chose qui est entièrement extérieur à nous, à moi. Oui, c'est ça. Moi, j'avais le sentiment que c'était une façon aussi de fabriquer un savoir situé, quoi. Alors, oui, il y a cette idée que c'est un savoir situé, mais comment dire? Si on accepte que la situation n'est pas un carcan qui prédétermine l'ensemble de la situation. C'est-à-dire, voilà, c'est une manière de dire, on ne peut pas penser, voilà, ça c'est très important, on ne peut pas penser à l'extérieur du plan. En tant qu'auteur, on n'a pas un point de vue surplombant sur un plan. C'est en ce sens quand il y a un savoir situé. C'est-à-dire, on pense à partir de situations. C'est ça. On pense à partir de situations. Et donc, il faut faire l'effort de se mettre, de s'immerger dans des situations qui peuvent être des situations fictionnelles. Qu'est-ce qui se passe dans tel épisode de telle série? Qu'est-ce qui se passe à telle minute ou dans telle scène de tel film, telle page de tel livre, tel moment de l'existence, voilà, enfin, dans tel pays, à telle heure. Donc, savoir situer au sens où c'est toujours à partir de situations très concrètes que le problème apparaît. C'est-à-dire que le problème, c'est-à-dire ce qui se joue fait un sens particulier. Donc oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méta-récit qui organise l'ensemble. C'est-à-dire c'est justement pas un récit sur le post-humanisme et sur la manière dont l'humanité, depuis son origine, se sépare de sa corporéité, par exemple. C'est pas ça. C'est pas un méta-récit. Et c'est pas non plus un discours abstrait où je parlerai de manière extérieure de voilà, ce qui se passe dans la Silicon Valley et sur lequel j'aurais fait un travail d'enquête. En revanche, ce qui se joue dans des situations concrètes et ce qui fait que un public peut avoir du plaisir à voir, à jouir, à s'entendre raconter certaines histoires,
à consommer certains récits, ça m'intéresse. J'ai une dernière question, mais parce que je m'en voudrais de ne pas l'évoquer, donc sur le choix de la langue, donc c'est une langue très greffée d'anglais, ça pourrait donner lieu à d'autres réflexions, mais on n'a pas vraiment le temps ici, mais par ailleurs, vous faites un choix fondamental pour parler du cyborg, c'est que vous faites un choix qui introduit du trouble dans le genre, qui le trans tout en fait, puisque donc vous le désignez par le pronom il, écrit I, 2LE, peut-être on peut juste finir sur ce. On peut prononcer I peut-être, ou je sais pas. Bon, alors, c'est marrant que vous disiez que mon style est truffé d'anglais, parce que moi je suis un grand francophone en fait. J'ai pas dit ça, il est greffé. Greffé, non, mais c'est très important. En fait. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important pour moi de penser en français et d'inventer des ressources qui prennent en compte justement les contraintes propres de notre équipement premier, qui est le langage. Donc, je crois que je ne pouvais pas écrire non plus sans avoir une réflexion sur cet outil premier de la pensée, indissociable de la pensée, qui est le langage. Donc, ça exigeait un certain nombre de négociations, voilà. Et je crois que justement, la langue s'enrichit du fait qu'on travaille avec elle. C'est pas juste un outil, voilà, toujours mon crayon qu'on peut prendre et poser sans que lui-même soit affecté ou moi, voilà. Le langage, c'est typiquement quelque chose, qui exige une habileté, qui exige parfois d'être assoupli, et puis parfois ça coince. Donc, de ce point de vue-là, la facilité, je pense que dans l'entretien on l'a utilisé plusieurs fois, c'est de dire le cyborg ou la cyborg, mais de choisir en fait. Mais comment dans ces conditions on déjoue l'assignation de genre? Moi je crois beaucoup à quelque chose qui s'appelle la sexuissemblance, c'est-à-dire le fait que quand on utilise un nom en français, le fait qu'il ait un genre masculin ou féminin ne désigne pas bien sûr le sexe de la chose, mais malgré tout est associé spontanément à des représentations masculines ou féminines. Que ça soit arbitraire, c'est une chose, mais que ça opère dans notre esprit, c'est présent. Donc je voulais ni dire le cyborg, ni dire la cyborg. Et donc j'ai utilisé, faute de mieux, cyborg comme un nom propre. Donc je parle de cyborg avec une majuscule. Le choix d'assumer, disons, le statut de personnage, qui permet aussi de contourner un ensemble d'associations spontanées qu'on fait avec le terme. Voilà. De la même manière, c'est dans ce livre que j'ai mis en avant aussi l'importance de parler de manière épicène de cette réalité qu'est cyborg, en utilisant des adjectifs, donc on va dire indifférents au genre grammatical, comme admirable, invincible, voilà, qui n'ont pas de... Donc ça c'est très important pour tenter de neutraliser au maximum l'assimilation du cyborg à la figure de Terminator ou à des figures de surmasculinité hyper puissantes. Ça c'est très important, mais du coup malgré tout la langue étant ce qu'elle est, il est très difficile de respecter cette ligne jusqu'au bout. C'est-à-dire d'avoir une sorte de créer un truc, ou en fait d'écrire un livre de plusieurs centaines de pages, dans lequel à aucun moment le genre de cyborg pourrait être identifiable. J'aurais pu le faire, ça m'aurait pris peut-être beaucoup plus de temps à écrire le livre, et il aurait peut-être été moins agréable à lire, parce que ça exigerait beaucoup de contraintes. Et donc du coup, j'ai aussi voulu proposer un pronom, un pronom qui soit ni il ni elle. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans les milieux activistes, on utilise beaucoup IEL, IEL. Moi, à l'époque, je crois que c'était pas très développé. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. En revanche, j'ai proposé donc I ou il est, ou on peut le prononcer de plein de manières différentes, mais qui était précisément un pronom cyborg au sens où ce pronom agglomérait il et elle en écrivant I, 2L, voilà. Alors, il y a eu des critiques de ce pronom, il n'est pas utilisé en dehors de ce livre, je pense. Dommage, il est pas mal. Il est pas mal. Mais je crois qu'un des reproches principaux qui lui avait été adressé, c'est qu'on n'entendait pas, si on le lit il, on n'entend pas la différence. Donc d'où l'importance de dire il est ou i.
Mais voilà, cette intervention-là, elle avait du sens par rapport à mon projet. Après, si les acteurs, actrices de ces révolutions sociales-là ne s'en emparent pas, et inventent autre chose, tant mieux, ce serait bien. Voilà. Mais par rapport à mon projet, ça faisait sens comme ça, et puis c'était un ballon d'essai, mais surtout un signe à l'usage à l'intérieur du texte, en fait, de la même manière que j'ai écrit une sorte d'épître dédicatoire, là, mais pas à un lecteur, mais à une lectrice. Là, voilà, j'ai choisi pour, comme ça, déranger ces assignations de genre spontanées qui sont portées par la langue. Voilà, merci d'avoir prêté attention à toutes ces composantes littéraires aussi de l'aventure. Merci beaucoup Thierry Hoquet, merci à Christine Marcandier derrière la caméra et en voix off. À bientôt sur nos ondes.